Bonjour, donc je vais vous parler de l'efficacité et de la sécurité de l'insuline dans le diabète de type 2. C'est une méta-analyse d'essais randomisés que nous avons fait. Ça a débuté par une thèse d'exercice sur une méta-analyse des sulfamides avec Émilie Guérin et Francis Regnault, que j'ai encadré avec François Gueffier. Et à la suite de ça, nous avons fait la méta-analyse de l'insuline. Et puis ensuite, d'autres grands sont arrivés, comme Rémi, qui nous a vérifié le contrôle qualité, qui est très pointilleux. Christophe Bercout, qui nous a aidé à écrire, comme Yves Zerbim, et puis tous les Lyonnais qui nous ont aussi aidés ensuite à relire l'article pour pouvoir avancer. Et nous avons mis presque un an pour le publier, ce qui a été quand même très long. Je voulais dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt sur cette publication et les auteurs qui sont avec moi non plus. Donc le contexte, on sait que le diabète est en augmentation. En France, elle représente 5% de la population, ce qui est quand même énorme. On sait que la mortalité, toute cause confondue et à âge égal par rapport à une population indemne de diabète, le ratio mortalité est de 1,45, donc il est très haut. L'efficacité des antidiabétiques est incertaine, on l'a vu avec Rémi, et c'est peu dire, ça représente quand même 10 milliards, la gestion du diabète en France, c'est 10 milliards par an. Et sur les 10 milliards, nous avons 3,4 milliards qui sont uniquement utilisés pour les médicaments. Donc, ils ont intérêt à être efficaces quand même. Et du coup, nous nous sommes posé la question de savoir si l'insuline avait une efficacité en termes de critères pertinents pour les patients, c'est-à-dire des critères cliniques. Pour ce faire, nous avons fait donc une méta-analyse d'essais cliniques randomisés analysant les effets à court, moyen et long terme de l'insuline sur ses résultats cliniques. Donc, nous avons cherché sur PubMed, Cochrane et Embase entre janvier 1950 et avril 2013 tous les essais cliniques contrôlés randomisés, les essais cliniques randomisés, les essais cliniques contrôlés chez les diabétiques de type 2 âgés de 18 à 80 ans. Nous avons aussi rajouté les revues systématiques et les méta-analyses pour vérifier le contrôle qualité de notre recherche bibliographique afin de voir dans les revues systématiques si des études n'avaient pas été oubliées et dans les méta-analyses, voir si ces essais cliniques, tous les essais cliniques que nous avions répertoriés étaient bien présents et s'il n'en existait pas d'autres. Nous avons sélectionné les études sur un comparateur qui pouvait être un comparateur actif, c'est-à-dire des autres antidiabétiques, ou des placebos, ou la diététique. Et l'insuline était en mono ou bithérapie. Enfin, nous avons évalué la qualité des études en faisant une évaluation méthodologique par 2 personnes différentes, indépendamment. En cas de différence importante entre les 2 expérimentateurs, nous avions un 3e qui vérifiait, qui décidait, et de façon collégiale, François, Émilie, Francis et moi, nous avions décidé quel grade il fallait donner. Enfin, surtout Francis et Émilie ont mis sous Revman les contenus des études pour permettre l'analyse. Le Revman étant le logiciel de la Cochrane, qui est un outil fabuleux pour faire des méta-analyses. Nos critères de jugement principaux étaient la mortalité toute cause, la mortalité cardiovasculaire et bien entendu les critères de jugement secondaires, puisque nos diabétologues disent toujours que les antidiabétiques sont importants pour les micro- et macrovasculaires, les complications micro- et macrovasculaires. Il nous paraissait important aussi de voir ce critère de jugement secondaire. Et enfin, on ne peut pas parler d'insuline sans hypoglycémie, et nous avons vérifié les hypoglycémies totales et sévères. Nous avons calculé le risque relatif et les intervalles de confiance à 95%, et nous avons regardé les indicateurs d'hétérogénéité pour chaque critère de jugement par le test I2 qui mesure la variabilité entre les études qui ne tient que de la fluctuation aléatoire. Les résultats, nous avons, alors je n'ai pas noté le flowchart parce qu'il était assez gros, 1622 articles au départ, 20 essais cliniques
qui représente 18 599 patients. Les 20 essais cliniques comparaient les schémas insuliniques, quels qu'ils soient, versus hypoglycémion. Et parmi les 20 études, 4 études avaient un bras comparateur insuline placebo pour 2 d'entre elles ou régime seul pour 2 d'entre elles. Il est à noter que seules 2 études, et on en a parlé tout à l'heure, UGPDP et UKPDS 33, sont les seules études qui analysent la mortalité comme résultat primaire. Toutes les autres études ont des critères de substitution, qui est l'HbA1c. On sait par exemple que le Mediator diminuait l'HbA1c de 0,5%. Donc c'est dire que ce critère de substitution est extrêmement important. Et la morbidité, la mortalité des événements hypoglycémiques étaient liés uniquement en événements indésirables. Nous avons aussi regardé donc la qualité des études. 11 avaient une qualité moyenne, 9 étaient bonnes. Tous nos critères de jugement sur la mortalité, que ce soit versus placebo-régime ou hypoglycémion, n'ont pas montré de différence significative entre les 2 groupes, ni en termes de mortalité cardiovasculaire. L'insuline versus hypoglycémion a montré une différence, mais en défaveur de l'insuline, puisque le risque d'hypoglycémie est supérieur de façon assez importante, et les hypoglycémies majeures également. On sait, l'étude ACCORD nous a montré que quand on faisait une méthode intensive, on augmentait le risque d'hypoglycémie et de mortalité. Et donc, ça nous paraissait important aussi de le regarder. Ensuite, nous sommes intéressés à nos critères de jugement secondaires, la mort subite, l'infarctus du myocarde, les AVC, les amputations de jambes, la cécité, l'insuffisance rénale. Tout ceci n'a montré aucune différence significative. Il est à noter que les décès par cancer n'ont pas été augmentés dans notre étude avec l'insuline, alors qu'il y avait des papiers qui disaient que peut-être l'insuline pouvait augmenter ce type de problème. Nous avons trouvé aucune donnée qui montrait des éléments sur la neuropathie. La seule chose qui finalement était positive, c'était UKPDS 33, insuline versus régime, avec sur la rétinopathie, avec photocoagulation rétinienne. Mais comme l'a dit Rémi tout à l'heure, c'est un critère qui a été secondaire, qui a été mis a posteriori parce que les critères de jugement principaux, on n'avait pas trouvé d'éléments, et a été fait plusieurs années après l'analyse intermédiaire. Au total, aucune donnée probante ne permet de conclure à un bénéfice de l'insuline en termes de résultats sur la mortalité et la morbidité. Et le seul résultat, c'est l'hypoglycémie unique, résultat en défaveur de l'insuline. Les limites de notre travail. Nous avons ajouté en deuxième lecture des essais en bithérapie parce qu'on a été extrêmement étonnés de voir que finalement l'insuline seule était très peu étudiée. Il n'y avait que 3 essais dans nos études qui montraient l'insuline de façon isolée. Il y a peu d'études sur la mortalité, donc on l'a vu avec le critère de jugement de mortalité et de longue durée, et on retrouve toujours ces 2 études, UGDP, dont on sait qu'il y avait des bras tolbutamine et fenformine qui ont été exclus de la pharmacopée, et UKPDS, donc on connaît les limites. Nous avons étudié aussi les protocoles d'insuline ensemble, en particulier l'insuline humaine et l'insuline synthétique, puisqu'il n'y avait pas assez d'études pour pouvoir faire des groupes différents. Et tous les traitements associés n'étaient pas forcément publiés. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour répondre à une question qui probablement sera posée, nous avons écrit aux auteurs et nous n'avons pas eu de réponse pour limiter le biais de publication. Nous avons utilisé de nombreux comparateurs actifs différents. Donc, dans la pharmacopée, nous avons de nombreux hypoglycémions. La seule étude en double insu, c'est UGDP, donc on voit la problématique. La durée des études a été modifiée devant des résultats négatifs.
Et puis, on reparle du KPDS, qui parle avec ce biais d'attrition important, puisque 78% des patients qui étaient inclus ont été analysés. Et si on compte les morts, on passe à 36%. Je parle sur le contrôle de Rémi, qui connaît très bien cette étude. Il n'y avait pas d'insu. Les critères de jugement étaient multiples et ajoutés, puisqu'il y a eu 21, au final, je crois, critères qui ont été faits sur UKPDS. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut remettre en question la prise en charge des patients diabétiques de type 2. Certes, il n'est pas question de faire un procès à l'insuline. Dans le diabète de type 1, elle est essentielle et elle est indispensable pour les insulino-requérants. Ceux qui sont porteurs d'une insuffisance rénale pour au moins baisser la glycémie et en phase aiguë dans les pathologies infectieuses. Bien entendu, les statines et les antihypertenseurs sont les médicaments qui ont démontré une réduction de morbimortalité dans la prise en charge des diabétiques de type 2. Et il faut, je pense, rediscuter avec son patient sur les interventions à mettre en œuvre, prioriser ces interventions et les objectifs que le patient souhaite. Et donc, je rebondirai sur ce que disait Denis Pouchin tout à l'heure. Il est essentiel de renouveler des nouveaux essais cliniques pour définir la balance bénéfice-risque des médicaments antidiabétiques. Il est important aussi de les faire avec des comparateurs comme les placebos et la diététique, puisqu'on voit bien que si on mettait insuline versus metformine, eh ben, finalement, est-ce qu'il y aurait des résultats et ces résultats seraient-ils valides ? Évaluer aussi les interventions éducatives. Et là, nous, médecins généralistes, avons un rôle essentiel parce que je pense que ces études ne seront jamais faites si nous ne nous prenons pas en main là-dessus, et comparer les différentes stratégies de prise en charge. D'où l'implication des chercheurs au point de vue institutionnel, mais aussi au point de vue généraliste, et aussi les implications des MSU pour montrer à nos étudiants que finalement, ce qu'on nous apprend dans les facultés est peut-être pas si vrai que ça. Je vous remercie. Denis Pouchin. Merci Sylvie pour cette super présentation. J'avais lu ce papier, j'avais trouvé ça très intéressant. Je voudrais juste faire une petite remarque sur ta dernière ligne sur une diapo sur UKPDS 33 où insuline versus diététique, ça montre une réduction des rétinopathies nécessitant une photocoagulation. C'est bien ça, hein, de mémoire? Oui, peut-être, oui. C'est ça, hein. Ok. Je veux juste faire cette remarque, c'est qu'il ne faut pas oublier quand on regarde UKPDS que c'est une étude en ouvert. Donc ça veut dire que le patient sait ce qu'il prend et que le médecin sait ce que le patient prend. Quand on choisit un critère qui est rétinopathie avec photocoagulation rétinienne, nécessite une photocoagulation rétinienne, ce critère est un critère subjectif. C'est-à-dire que c'est le médecin qui décide que cette rétinopathie-là nécessite une photocoagulation. Et quand on sait si oui ou non le patient prend un traitement, l'objectivité du praticien pour faire la photocoagulation n'est pas certaine. Donc je pense que vraiment, c'est le seul critère qui sort du PDS 33, mais pour moi, c'est vraiment légèrement plus que mou. Absolument. Mais comme c'était déjà un critère secondaire et on n'était plus en insu et que ça a été rajouté secondairement, il me paraissait pas utile finalement de reparler de ça parce que ça fait tellement gros. Enfin, ça suffit, quoi. Bonjour, Hector Simon, chef de clinique à La Réunion. Merci pour ces travaux tout à fait étonnants. J'aurais voulu savoir quelle était la durée moyenne de ces études, la durée moyenne du suivi. En moyenne, 5 ans. Et UKPDS, 10 ans. Non, mais des autres études. Vous ne parlez pas du KPDS, vous parlez des études que nous avons mis dans notre travail, c'était 5 ans. Ça marche? Vous m'entendez? Les grandes études d'intervention, elles ont duré 10 ans. C'est des études de longue durée. C'est des seules, d'ailleurs, études qui durent aussi longtemps en diabétologie. Mais c'est des arguments, et beaucoup de diabétologues disent mais il faut des études de longue durée. Mais voilà, nous avons à notre disposition les 2 études les plus longues, qui sont plutôt non concluantes. Voilà. Mais la moyenne des études était 5 ans, puisqu'elle intégrait d'autres études. J'ai une question. Je suis assez surprise que vous ayez retrouvé que 20 études et que sur 18 000 patients. Enfin, ça fait très peu, finalement. C'est de 20 études par 1000 patients par étude. Comment vous expliquez qu'il y en ait si peu?
Sur 63 ans, d'autant plus. Ouais. Du fait de la qualité des études, on en a trouvé beaucoup plus, mais la qualité des études, avec les biais majeurs, ne permettait pas de les introduire. Donc, pour être garant d'une méta-analyse de qualité, il faut effectivement critérier les études, et on ne peut pas utiliser des études qui sont avec des biais très importants et qui n'ont pas de niveau de preuve, puisque les biais, finalement, ne sont pas possibles à intégrer. Alors du coup, si je comprends bien, vous avez donc sélectionné vos études, utilisé une échelle pour évaluer la qualité, oui. Et c'était quoi le niveau? Et alors donc c'était 2. Il fallait que ça soit supérieur à 2 pour pouvoir être inclus. En termes de grade? En termes de grade, il y a 5 niveaux, on a utilisé le niveau 2. Ce qui est relativement modeste. Merci. Question, Sylvie, est-ce que tu prescris de l'insuline et quand? Alors j'en prescrivais beaucoup il y a quelques années et du coup je n'en vois plus au diabétologue et du coup j'attends un peu et je pondère et finalement je ne m'en porte pas plus mal et surtout nos patients ne s'en portent pas plus mal. Très bien. Bien, merci Sylvie.